Bonjour à tous. Près de 500 inscrits, ce qui montre l'importance de notre sujet. Et je crois qu'on est 350 là déjà, tous ensemble réunis. L'importance de notre sujet et notre volonté commune d'agir en proposant une politique de mobilité inclusive d'ampleur. Merci à tous d'être là avec nous ce matin. Pourquoi nous sommes réunis ce matin? Pour vous présenter les résultats de la deuxième édition du baromètre des mobilités du quotidien. Effectivement, depuis 25 ans, WeMove voit sur le terrain les problématiques de mobilité de nos concitoyens les plus fragiles et nous en sommes devenus le porte-parole. En 2019, la nouvelle loi d'orientation de la mobilité a enfin dans son chapeau un droit à la mobilité, une nouvelle compétence qui doit se décliner par la mise en œuvre d'actions locales. Mais nous le savons, toutes les lois ne sont pas appliquées. Donc, nous avons décidé, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, de nous allier pour être certains que ce sujet reste à l'agenda politique et à l'agenda médiatique. Tous les 2 ans, nous publions les résultats du baromètre. Nous parlons de 13 300 000 personnes qui sont en précarité mobilité aujourd'hui en France. Ce constat est inacceptable. Je remercie Thibaut Gully, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, d'être avec nous ce matin. Marc Papinutti, le directeur général de la DGITM. Je remercie également Marine Janté, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et je remercie la Massif, représentée par Franck Janowski, l'un de nos partenaires importants du baromètre. Tous sont réunis avec nous ce matin pour nous partager leur engagement autour de la mobilité inclusive. Puis, nous vous présenterons en première partie les résultats nationaux de notre baromètre. Et dans une seconde partie, vous serez répartis dans vos régions pour que l'on focus sur les résultats de vos territoires. Il s'agit évidemment de pouvoir partir de ces constats pour travailler ensemble à la mise en place des plans d'action régionaux de la mobilité inclusive. Merci encore à tous. Je vous souhaite un immense moment. Merci à la FNH de ce beau partenariat. Stéphanie Clément-Grandcourt, directrice générale de la FNH, conclura notre premier tour de table. Bonjour à tous et puis ravi d'être parmi vous et puis ravi d'être avec les équipes de WeMove. On a eu la chance, je ne sais pas si j'ai le droit de le révéler, la chance ou le privilège. En fait, il y a maintenant quelques semaines avec Elisabeth Borne, quand elle était ministre du Travail, de pouvoir découvrir et de pouvoir échanger sur ce baromètre et puis sur ce qu'il nous dit des enjeux qui sont les nôtres, je pense, collectivement, si on a envie de progresser. Moi, je serai assez rapide parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse découvrir le fond des choses dans le détail, mais ce qui n'est pas une surprise, c'est que la question de la mobilité est un frein et en même temps un levier en fait à l'accès à l'emploi, à la formation, à l'emploi, aux opportunités de manière générale de nos concitoyens, que c'est parfois particulièrement vrai, encore plus aigu dans certaines zones, dans certains espaces géographiques. Je pense notamment à la ruralité avec laquelle nous avons des projets communs. Et que donc le ministère du Travail et du Plein Emploi a bien conscience que pour pouvoir atteindre son objectif, il est absolument impératif de travailler main dans la main et de muscler, je dirais, notre jeu sur la capacité à diagnostiquer, à accompagner, à apporter des solutions aux employés, aux travailleurs, mais aussi à ceux qui aspirent à trouver un travail. Donc, si on a envie d'atteindre le plein emploi, la question de la mobilité est absolument clé et au cœur de nos priorités des prochains mois, des prochaines années. D'ailleurs, il y a un chiffre qui nous avait marqué, c'est le renoncement à l'emploi
d'un grand nombre finalement de demandeurs d'emploi qui ont eu des opportunités. Je crois que c'était près de 28% qui renoncent à l'emploi. Il y a l'opportunité. Et finalement, derrière le mot inemployable ou difficulté d'accès à l'emploi, parfois, c'est simplement la question de la résolution de la mobilité. La deuxième chose qui nous avait marqué dans nos échanges, c'est que derrière le diagnostic que vous faites, les solutions sont diverses, sont parfois même contre-intuitives. Et en tout cas, il y a toujours des solutions qui ne se résument pas seulement à passer son permis de conduire et puis à avoir un véhicule, même si ça fait partie évidemment du panel des solutions, mais il y en a de nombreuses. Alors, moi, les trois choses qui me semblent importantes et sur lesquelles il me semble qu'il faut qu'on puisse travailler, c'est comment, par rapport à tous les privés d'emploi et à tous ceux qu'on accompagne, et c'est un enjeu en ce moment. J'ai beaucoup travaillé moi dans le cadre d'un jeune une solution, et puis pour l'accès à l'apprentissage, à l'emploi des jeunes. Mais au-delà, nous avons France Travail, l'accompagnement des BRSA, des personnes éloignées de l'emploi. Et dans ces réflexions-là, il me semble que la question du diagnostic à la mobilité et de l'accompagnement sur ces solutions-là doit être embarquée de façon beaucoup plus systématique que cela. Et donc, c'est peut-être un des chantiers sur lequel nous avons à travailler ensemble avec notre ministère pour qu'on soit beaucoup plus dans la prévention et dans la réponse aux solutions plutôt que dans la réaction avec beaucoup de trous dans la raquette. La deuxième chose, c'est qu'il existe quand même déjà beaucoup de solutions, mais qui ne sont pas assez mises en visibilité. Et donc, on a un vrai sujet avec WeMove. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes aussi partenaire du travail qu'on fait de mise en visibilité des offres de services d'accompagnement sur un petit peu l'accompagnement à 360 degrés des personnes dont la mobilité fait partie avec Dora, le dispositif Dora qui vise à permettre aux personnes et à ceux qui les accompagnent d'accéder beaucoup plus facilement et territorialement à l'offre de solutions en matière de logement, de mobilité, d'accompagnement social et évidemment d'opportunités de formation et d'emploi. Donc, on a ce chantier de mise en visibilité et d'animation de l'écosystème. Et donc, ça, on travaillera ensemble pour faire monter, je dirais, un peu en compétences les différents conseillers emploi sur la dimension mobilité et les outils, leur donner les moyens de pouvoir résoudre ces problématiques. Et puis, enfin, le troisième enjeu, c'est que même s'il existe des solutions, il y a évidemment des besoins qui restent sans réponse aujourd'hui. Hein, c'est ce que montre votre baromètre. Et donc, il va falloir aussi investir sur les stations multimodales dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il va falloir investir sur tout ce qui est mobilité alternative qui sont connues mais pas forcément déployées sur tous les territoires. Je pense à l'autopartage, à l'autostop organisé, aux locations de roues. Je vais pas toutes les citer, mais c'est pour montrer que finalement, WeMove a bien mis en valeur cette diversité de solutions adaptées à chaque situation. Mobilité alternative. J'aime bien aussi votre réflexion sur la mobilité inversée. Et donc, notre ministère est très soutenant sur la dynamique des tiers-lieux. Et je pense que c'est aussi important de voir aussi comment on peut éviter des déplacements en ayant une organisation collective qui soit plus mutualisée. Et la logique des tiers-lieux, par exemple, s'y prête bien. Et puis évidemment, tout le champ des mobilités solidaires sur lequel on peut être aussi un partenaire parce que beaucoup d'acteurs de l'insertion, d'ailleurs, sont parfois aussi des offreurs de solutions sur les territoires. Je pense aux garages solidaires, au système de location, de réparation, qui peuvent être aussi un champ sur lequel on peut travailler ensemble. Voilà. Et puis, pour terminer, on est ravis, on est en phase de conclure aussi un très beau partenariat avec WeMove, plus spécifiquement sur la ruralité, et voir comment sur quelques territoires on pourrait approfondir ce que je viens de dessiner de manière générale, de façon très concrète sur quelques territoires pour voir comment le déployer progressivement dans les mois et années qui viennent.
Voilà, merci, merci en tout cas à WeMove, aux équipes de faire aussi ce travail de plaidoyer pour la mobilité qui nous permet de nous éclairer, de nous ouvrir parfois les yeux encore un petit peu plus grands sur cette question. Merci beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup, Thibaut. Je suis pressée qu'on puisse annoncer nos futures innovations. Marc Papinutti, directeur général de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. D'abord, bonjour Madame la directrice, chère Florence, qui nous accueille, Monsieur le haut-commissaire, cher Thibaut, Monsieur le secrétaire général de la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté, cher Francis. Merci aussi au responsable RSE de la Massif, Franck Jagnowski. Un grand merci à Stéphanie Clément Grandcourt pour tout le travail fait autour de ce baromètre. Moi, je peux le dire sans état d'âme, je suis absolument ravi de pouvoir participer à cette restitution, non pas simplement parce que c'est un beau boulot fait au niveau national par WeMove et FNH, mais c'est aussi pour moi, dans les politiques suite de la LOM, un des éléments essentiels. Un travail de cette importance, enquête, restitution de résultats, ça illustre ce que nous avons en tête depuis la LOM, c'est des préoccupations et des perceptions des mobilités sur les territoires et dans tous les territoires et sur tous ces enjeux de mobilité et on en reparlera, j'imagine, à la présentation. Remercier aussi la présence de la délégation interministérielle parce que même nous, on peut faire tous ensemble des choses. On peut fédérer les écosystèmes, encourager la mise en œuvre de plans d'action communs et je crois qu'on est tous dans le même objectif sur la mobilité. Il y a des défis, quelques-uns ont été cités, je dirais les défis sociaux, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Et de toute manière, le vrai défi, le complet, c'est de permettre aux gens de se déplacer de manière plus durable. Et je redis bien de permettre de se déplacer. Alors, vous l'avez cité, la précarité qui touche 13,3 millions de Français en précarité de mobilité. On le citait, c'est une personne sur quatre qui renonce à des rendez-vous professionnels, médicaux, faute de pouvoir s'y rendre. Il ne faut donc pas restreindre ces difficultés dans la mobilité au seul facteur des coûts de carburant, même si cette augmentation rapide est quand même secoue le système. Mais en fait, c'est à nous de retravailler cette offre de mobilité durable et de se donner une vision plus large sur la vulnérabilité des personnes, peut-être un mot trop technique, mais sur le fait de pouvoir ne pas être simplement extrêmement dépendant de la voiture individuelle dans des territoires ruraux et périurbains. Alors, il faut donner des réponses, il faut agir de manière concertée, décloisonnée, et il y a effectivement, quelques-uns ont déjà été cités, beaucoup de leviers, rendre plus inclusifs les services de transport actuels avec des tarifications et des informations dédiées, développer des services spécifiques innovants comme la mise en place de transports d'utilité sociale, du transport à la demande, des garages solidaires, des locations de vélos électriques et aussi des aides au permis, accompagner les publics les plus vulnérables, et j'y crois énormément avec des services, des conseils en mobilité via des plateformes de mobilité et même des services évidemment. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des plans d'action communs, mais c'est la mobilité solidaire qui a été prévue dans la LOM et qu'il va falloir déployer dans les régions et les départements. C'est aussi l'occasion de référencer des initiatives, et ça, on y a beaucoup travaillé avec France Mobilité, pour que les uns et les autres, les acteurs, puissent utiliser des potentiels qu'on a déjà entramés quelque part, même des marchés publics tels qu'ils ont été écrits ailleurs. Ces offres, elles peuvent être similaires, complémentaires, et moi, je suis vraiment sur la première échelle, c'est le partage des retours d'expérience, des informations et le passage à l'échelle, car souvent, il n'y a pas encore l'effet de masse collectif et il y a effectivement une vision à avoir très locale qu'il faut étendre. Ce passage à l'échelle des offres et des solutions de mobilité est plus que nécessaire. Il y aura donc probablement un soutien plus massif nécessaire au développement et à la pérennisation de celle-ci pour avoir à chaque fois une réelle alternative à la voiture individuelle qui soit adaptée à ses besoins. Et puis, je dirais un dernier point, avec des multiples casquettes, c'est qu'il y a aussi la mise en place des zones à faible émission, qui est une échéance importante pour structurer l'action collective et accompagner les territoires et les citoyens à leurs arrivées.
Voilà sur les quelques mots que je voulais dire en attendant avec impatience la présentation des résultats. Merci encore. Merci beaucoup, Marc. 25 ans de bataille et quand je vous entends, je me dis que toutes les énergies et tout le monde est réuni pour qu'on puisse avancer sur cette politique de mobilité inclusive. Je suis ravie pour les personnes qui sont sur les territoires qui attendent qu'on mette en place des actions. Simplement un chiffre, nous permettons à une personne sur deux que nous accompagnons de retrouver un emploi grâce à 70% de formation à ce qui existe sur les territoires. Donc vraiment, il y a déjà du facile à mettre en place, c'est ce qu'on a vu par vos interventions, mais on peut aller très, très vite. Marine Janté, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, je suis ravie de vous passer la parole. Merci beaucoup et merci à tous déjà d'avoir ces mots très encourageants. Effectivement, je pense qu'il y a une forme d'alignement des planètes en ce moment sur cette politique-là et c'est heureux parce que sans répéter tout ce qui a été dit, effectivement, être privé de mobilité, c'était un frein vraiment majeur à l'insertion. Donc nous, effectivement, moi, au sein de la délégation, avec mon équipe, on s'occupe prioritairement des personnes en insertion et des personnes les plus vulnérables. Et elles sont effectivement les plus touchées par ce problème de mobilité qui est méconnu, enfin en tout cas moins affiché que d'autres problèmes, alors qu'il est effectivement crucial pour l'accès à l'emploi et à l'insertion, sachant qu'à peu près 2/3 des personnes, des actifs, travaillent dans une autre commune de là où ils résident. Donc, de fait, c'est encore plus flagrant et plus fort pour les personnes qui sont en fragilité économique et qui habitent souvent très loin. Et donc, ils ont, avec le prix, actuellement avec la crise énergétique, ça évidemment, ce problème s'accroît, mais c'est pas qu'un problème d'accès à une voiture, évidemment, on l'a déjà dit, il y a beaucoup d'autres freins à lever et c'est tout l'intérêt de cet accompagnement qu'il faut mettre en place. Alors, c'est vraiment très intéressant d'avoir votre baromètre parce que justement, ça permet d'avoir des données de référence et des données qui nous permettent après de construire, d'objectiver justement ce problème qui n'est pas toujours dans les esprits de tous. Et donc, on sait bien que c'est en faisant aussi, en mesurant les objets qu'on arrive à les faire exister. Et donc, c'est très utile pour nous de pouvoir bénéficier de ces chiffres pour pouvoir construire après des politiques publiques et justifier des financements parce que vous savez que derrière, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, c'est vrai que c'est une politique en émergence actuellement. Il y a un foisonnement d'initiatives à différents niveaux de collectivité, différents services de l'État. On est déjà à 3 représentants de l'État à parler ce matin et on voit bien qu'on a tous un angle différent mais qui concourent au même objectif. Donc, c'est très intéressant de pouvoir voir ce foisonnement. Mais évidemment, il y a un besoin de structuration pour qu'on puisse effectivement garantir une sorte d'égalité d'offres sur les territoires. On voit qu'il y a des choses quand même assez hétérogènes selon les territoires. Donc, l'objectif, c'est d'arriver un peu à une sorte d'harmonisation des niveaux de services pour que tous les territoires bénéficient de la même qualité d'offres. Il faut aussi mieux coordonner les financements parce que l'objectif, c'est de fonctionner tout ça en synergie et non pas en concurrence, évidemment, pour avoir une action qui soit plus ample et plus efficace. Et puis, donc, de créer surtout, ça, c'est un point sur lequel on est particulièrement sensible à la délégation, mais je sais aussi au niveau des autres services de l'État et notamment du ministère du Travail et du plein emploi et de l'insertion, c'est de créer des ponts durables entre les politiques d'insertion et les politiques de transport. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément important aussi pour nous. Et donc, depuis 18 mois, la délégation anime en fait à porter une politique de structuration des mobilités solidaires dans le cadre de ce qu'on appelait l'acte 2 de la stratégie pauvreté annoncé par Jean Castex en octobre 2020. Et on a 70 millions d'euros qui ont été dédiés à la structuration et à le côté amplification en fait de cette politique qui était déjà lancée pour soutenir les collectivités dans cette démarche et pour qu'on puisse effectivement, en lien évidemment très très étroit avec la DGT, mais j'en profite pour saluer Marc Papinutti et toutes ses équipes qui nous aident grandement et comme il le disait, on est totalement alignés et on essaye de travailler en synergie pour pouvoir développer et passer vraiment à l'échelle. Donc, on a déjà un beau résultat. On a réussi à créer à peu près 35 plateformes de mobilité qui ont été soit créées, soit étendues en 2021, 77 conseils départementaux qui sont engagés. Donc, ça y est, la dynamique est lancée. On attend à peu près, on envisage qu'à peu près 25 000 personnes vont pouvoir bénéficier de cette politique en 2022, donc d'un accompagnement d'une manière ou d'une autre à la mobilité, soit par un conseil départemental, soit par un pôle emploi. Donc, on voit que là, voilà, on est en train de monter, mais on sait que les besoins sont
encore plus important. Et donc, notre objectif vis-à-vis du nouveau gouvernement, nous n'avons pas encore, on attend le discours de politique générale et on attend après, maintenant que nous avons un gouvernement définitif, pouvoir porter ce sujet. Il y a un ministre chargé des Transports, donc on ira évidemment lui en parler. Mais l'objectif, c'est encore de passer à l'échelle parce qu'on sait qu'on a, il faudrait faire même pratiquement x10 sur le nombre de personnes engagées. Donc, c'est très ambitieux. Donc, on espère qu'on aura les moyens de structurer et de passer à l'échelle sur cette politique. Voilà, je vous souhaite et j'attends, comme Marc Papinutti, avec impatience les résultats et je vous souhaite une très bon séminaire. Merci beaucoup. Ça arrive. Encore 2 interventions. Moi, de vous écouter, je me disais qu'en fait, on avait créé peut-être un préalable, un comité de pilotage interministériel de la mobilité inclusive pour qu'on puisse avancer les uns les autres sur nos différents sujets et se tenir informés. Je dis ça, je dis rien, mais on pourra peut-être en parler au ministre. Maintenant, je passe la parole à Franck Janowski, qui est un des partenaires essentiels de WeMove, puisque la Massif est partenaire depuis 1998. On vous a emmené dans toutes nos aventures et donc vous êtes là aujourd'hui avec nous. Merci Florence et bonjour à toutes et à tous. Alors d'accord, moi je suis présent si tu veux mettre en place un comité. Il n'y a pas de souci. On est effectivement partenaire de WeMove depuis des années. On a notamment beaucoup de travail en commun sur les plateformes de mobilité de WeMove et on est plutôt fiers d'être partenaire de ce baromètre WeMove. Donc alors, c'est bien d'avoir aussi un assureur autour de la table. Pourquoi ? Parce que déjà, concernant la Massif, c'est un assureur qui fait partie de l'économie sociale et solidaire et c'est en plus le premier assureur automobile des particuliers. Donc on sait qu'à ce titre-là, on a à la fois une responsabilité, une ambition de favoriser la mobilité à la fois durable et inclusive. Hein. Donc ça passe notamment l'ambition d'accompagner au mieux les personnes en situation de ce qu'on appelle la situation de précarité et mobilité. Alors, comment on fait ? D'une part, on est un acteur qui favorise les nouvelles formes de mobilité. Hein. On participe notamment activement à l'émergence de ce que sera demain le véhicule autonome, hein, mais avec un prisme assez particulier. Hein, c'est-à-dire que nous, c'est pas le prisme de la technologie, mais c'est plus le prisme d'une mobilité pour tous, une autonomie pour tous via un véhicule autonome partagé. Et donc, on a notamment créé le Moving on Land avec Michelin pour travailler avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet. Et j'espère que ça va bientôt aboutir. C'est un point essentiel. L'autre point essentiel en tant qu'assureur pour pouvoir contribuer à ces initiatives, c'est tout ce qui est lié à la mobilité partagée avec moins d'émissions de CO2, et moins également de particules fines et plus de notions d'usage que de propriété. Hein. Il faut lutter contre l'autosolisme et pour ça, on œuvre beaucoup en tant qu'assureur, hein, puisqu'on essaye de promouvoir au maximum tout ce qui est services de covoiturage, tout ce qui est services d'autopartage. On a des partenaires très forts avec, je pense notamment Mobicop pour le covoiturage, le réseau Citis qui est le premier réseau coopératif d'autopartage aussi pour la partie autopartage. Donc ça, c'est un enjeu pour nous majeur de pouvoir encourager toutes ces startups qui vont venir sur le marché et qui permettent de promouvoir justement et à pallier, et de lutter contre l'autosolisme. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, je dirais que tout ce qui est lié aussi à la mobilité inclusive, donc il y a les plateformes WeMove, mais il y a aussi tout ce que l'on peut faire, et là-dessus on œuvre beaucoup à la Massif pour lutter contre les problématiques d'accès à l'emploi. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, on essaye de financer toutes les startups innovantes. On parlait tout à l'heure d'autostop sécurisé. On a notamment financé le réseau Pouce, hein, c'est un exemple parmi d'autres, qu'on a soutenu dès 2015 et qui aujourd'hui concrètement rend la possibilité et l'accès à la mobilité dans plus de 2000 communes, ce qui n'est pas neutre. Donc voilà, pour résumer, pour faire court, hein, parce qu'on a tous hâte de voir ce baromètre, je dirais que nous, en tant qu'assureurs, on est là aussi pour pouvoir y contribuer à lutter contre l'autosolisme, à pouvoir accompagner au mieux ces 13 millions de personnes en situation de précarité et mobilité. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Stéphanie, notre partenariat était évident et surtout notre volonté d'agir ensemble pour la mobilité inclusive et durable. Je te laisse conclure et lancer la présentation de notre baromètre.
Merci Florence, bonjour à tous et merci pour ces prises de parole. Je crois que ça a été dit de différentes manières, on le voit toutes et tous aujourd'hui, on est dans un moment inédit. Le GIEC nous rappelle régulièrement l'ampleur du défi climatique qui est à relever, la crise énergétique en Europe. Et ça a été dit aussi, pointe du doigt notre dépendance aux énergies fossiles. Il est donc urgent de donner aux gens les moyens de sortir de la dépendance de la voiture individuelle en favorisant l'accès au transport en commun, le partage des véhicules, la pratique du vélo en ville comme à la campagne ou encore le passage à la voiture électrique pour les plus longues distances. Mais pour agir, encore faut-il avoir une vue la plus précise possible de la réalité de la situation, tant au niveau national que régional. Et c'est pourquoi, après avoir suivi et fait des propositions pour favoriser l'accès à une mobilité durable pour tous dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités en 2019, nous avons initié avec WeMove le baromètre des mobilités du quotidien. Notre ambition, c'est d'apporter tous les 2 ans un éclairage, année après année, des évolutions ou des non-évolutions qui sont en cours sur le sujet de la mobilité. La seconde édition a été réalisée auprès de 13 000 personnes. Elle a été publiée en mars dernier. Elle est un véritable pouls des pratiques de la mobilité, puisque ce baromètre a notamment permis cette année, pour la première fois, de mettre en évidence un indice de précarité mobilité. Florence en parlait tout à l'heure. Cette précarité, elle touche 13,3 millions de personnes en France et elle recouvre bien sûr des réalités extrêmement différentes selon les revenus, selon la dépendance à la voiture. Pour rappel, parmi ces 13,3 millions de personnes, 4,3 millions de personnes ne disposent d'aucun moyen pour se déplacer, ni voiture, ni vélo, ni trottinette, ni même un abonnement à un transport en commun. À cette réalité nationale, nous avons souhaité ajouter un volet régional qui vous sera également présenté durant cette matinée. Nous espérons que ce sera autant de matière pour vous tous, acteurs de la mobilité présents ce matin, pour que vous puissiez, chacun, chacune, dans vos régions, travailler à identifier et à déployer des solutions qui soient adaptées à tous. L'enjeu, c'est aujourd'hui de construire les politiques de mobilité, non plus axées sur la demande, mais bien sur l'offre, pour être au plus près des besoins de chacun, au plus près des territoires, pour proposer des alternatives au tout voiture et permettre de répondre aux défis énergétiques et climatiques et donner à chacun et à chacune le choix dans sa mobilité du quotidien. Ça y est, c'est parti, vous les attendiez. Nous commençons. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais maintenant vous présenter donc, les résultats nationaux du baromètre des mobilités du quotidien, donc la 2e édition. Un premier baromètre des mobilités du quotidien avait été réalisé donc, en 2019 et en 2021, nous avons continué notre chemin avec une 2e édition qui a été réalisée en partenariat avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et nous nous sommes donc appuyés sur le cabinet de conseil Chronos et l'Institut de sondage TMO afin de réaliser cette enquête inédite qui va nous permettre d'en apprendre plus sur les pratiques de mobilité des Français et notamment des plus précaires. Donc, je commence tout de suite par vous présenter quels sont les objectifs de ce baromètre. Donc, comme je le disais, il a été créé en 2019, la première édition est parue en 2019, avec comme objectif la volonté de mieux comprendre les pratiques de mobilité dans leur diversité, des centres-villes jusqu'aux zones rurales et en touchant à toutes sortes de publics et notamment les publics les plus précaires. Le double objectif, c'était également donc d'évaluer les politiques publiques adossées à la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, afin de mieux comprendre comment accompagner les citoyens, et notamment les plus précaires, vers une mobilité inclusive et durable. Cette enquête, nous en sommes fiers, notamment du fait de la robustesse de l'échantillon, puisque c'est 13 000 personnes qui ont été interrogés d'octobre à décembre 2021, dont 2000 l'ont été par téléphone, afin de toucher les publics qui n'auraient pas pu être touchés autrement, typiquement les personnes âgées, mais également pour toucher les territoires les plus reculés, dans lesquels moins de personnes vivent et donc qu'il est plus difficile de toucher. Ce baromètre, il intègre de nombreux indicateurs innovants et notamment un nouvel indicateur de précarité mobilité qui va nous permettre d'anticiper ces questions de précarité de mobilité. Un autre indicateur innovant, c'est la simulation
des hausses des prix des carburants qui va nous permettre de comprendre comment agiraient finalement les Français en cas de hausse des prix des carburants. Or, aujourd'hui, vous le savez, on est sur des prix des carburants qui sont à 2,10 € le litre, alors que quand on a interrogé ces personnes, c'était d'octobre à décembre 2021. C'est donc un moment où les prix des carburants étaient à 1,50 €, 1,60 € le litre. Donc, on touche vraiment aujourd'hui ces hausses des prix des carburants dans la réalité. Donc, je vais tout de suite commencer par vous présenter donc, cette comparaison barométrique, notamment l'évolution entre les années 2019 et 2021, pour comprendre finalement qu'est-ce qu'il s'est passé en 2 ans, notamment quel a été l'impact de la crise sanitaire sur cette évolution. Et tout d'abord, nous avons demandé aux Français quels étaient les services de mobilité à proximité de leur domicile en 2019 et en 2021. Ce qu'on observe tout d'abord, c'est une stabilité des services de mobilité à proximité du domicile, notamment sur les transports collectifs urbains, qui se stabilisent à 56%. Donc, pas d'évolution en 2 ans sur ce point-là, mais une évolution positive pour les transports collectifs régionaux et interurbains, puisqu'on passe de 41% à 45%, donc on gagne 4 points en 2 ans. Autre aspect pertinent ici sur cette question des services de mobilité à proximité du domicile, c'est qu'on observe une progression du libre service, que ce soit sur les vélos ou les trottinettes qui augmentent assez fortement, puisqu'on passe de 17 à 20% sur le vélo en libre service, par exemple, et de 6% à 11% sur les trottinettes. En outre, on observe également une progression de l'offre de taxis ou de VTC, donc au profit des territoires urbains comme le libre-service. Donc vraiment une percée de ce libre-service et des services finalement de mobilité à proximité des centres urbains. Autre point, on observe une baisse ici des aires de covoiturage, puisqu'on passe de 27 à 24%. Donc ici, il y a ici une forte baisse sur ces questions-là. Et l'autre point qui est important ici sur cette slide, c'est la part des personnes n'ayant aucun accès de mobilité à proximité du domicile, puisqu'il passe de 10% à 15%, et notamment c'est notamment une évolution encore plus grande quand on observe finalement les territoires ruraux qui engrangent finalement la plus grande partie de cette augmentation. Donc ici, un point d'alerte sur cette évolution défavorable, notamment sur les territoires ruraux. Pour poursuivre avec cette idée des services de mobilité à proximité du domicile, on peut également regarder donc, la part de personnes n'utilisant qu'un seul mode de transport, plusieurs sur un même trajet, c'est ce qu'on va appeler l'intermodalité, mais également la multimodalité, c'est-à-dire l'usage de différents modes en fonction du trajet. Le grand gagnant ici, c'est la stabilisation finalement de l'utilisation d'un seul mode de transport et un unique mode. Ici, donc on est sur 2/3 des personnes qui sont concernées par cette utilisation unique d'un seul mode de transport, et c'est la plupart du temps des personnes qui utilisent la voiture qui sont concernées par cette catégorie-là. On peut observer également sur cette slide qu'on a une augmentation des personnes utilisant la multimodalité, c'est-à-dire l'usage de différents modes en fonction du trajet, puisqu'ici on gagne 4 points. C'est notamment 4 points qui sont pris au détriment de l'intermodalité, qui est elle l'usage de différents modes sur un même trajet. Où on observe ici une baisse de 4 points, avec notamment un impact fort de la crise sanitaire qui a été non négligeable ici. Nous avons également demandé aux Français s'ils avaient la possibilité de choisir entre plusieurs modes de transport. Et quand on regarde donc l'évolution entre l'année 2019 et 2021, on observe qu'en 2019, on avait 45% des gens seulement qui déclaraient avoir la possibilité de choix entre plusieurs modes de transport. Et aujourd'hui, on passe à 55%, donc une évolution plutôt favorable, mais qui se fait bien évidemment différemment selon les
types de territoires, et notamment cette progression, et notamment plus le fait des territoires urbains, et c'est notamment en lien avec ce qu'on a vu sur cette slide des services de mobilité à proximité, puisqu'on a une augmentation euh, des offres à proximité du domicile sur les territoires urbains. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, donc avec des disparités entre territoires. Cette disparité entre territoires, elle est aussi à analyser finalement sur cette slide où on regarde quel est le mode de transport principal utilisé par les Français. On observe ici une stabilité du mode voiture qui n'a pas diminué finalement pendant la crise Covid, qui s'est stabilisée, contrairement à la marche à pied qui, elle, a perdu 5 points, donc un score important, puisque vraiment on passe de un tiers des personnes à 28%, donc un score non négligeable ici. On a également la stabilité des transports collectifs urbains en tant que mode de transport principal. Dans le même temps, on a dans cette étude regardé quels étaient les équipements des ménages, et ce qu'on observe, c'est que l'équipement, notamment des ménages en voiture dans les petits et moyens pôles urbains, il perd 5 points ici. Il passe de 90 à 85%. A contrario, quand on regarde le taux d'équipement en voiture électrique et hybride, on passe de 4 à 7%, donc une forte progression sur ces véhicules électriques et hybrides. Dans le même tempo, quand on regarde donc l'usage de la voiture en tant que mode principal ou mode occasionnel, on observe de fortes inégalités et une forte corrélation entre cet usage de la voiture et le CSP et les tranches de revenus. Évidemment, comme chacun le sait, moins on a d'argent, moins on peut s'acheter et utiliser une voiture, notamment au regard des dépenses en termes d'assurance, d'énergie, et donc sur finalement le coût complet de la voiture. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une corrélation donc, entre le revenu et l'usage de la voiture, puisqu'on est à 47% des gens, donc moins d'un Français sur deux, qui utilise sa voiture en mode principal ou occasionnel quand il touche moins de 1 000 € net par mois. On passe tout de suite à 65% pour les tranches de 1 000 à 1 500 € de revenus, puis à 75%, c'est-à-dire au niveau de la moyenne nationale, pour les tranches de 1 500 à 2 000 €. Donc une très très forte progression entre ces trois tranches de revenus. De la même manière, quand on regarde les catégories socio-professionnelles, on a une corrélation qui est un peu moins forte que quand on regarde les revenus, mais qui touche notamment fortement les autres personnes sans activité, qui sont majoritairement des étudiants et des demandeurs d'emploi, qui, eux, n'ont pas accès à ce mode de transport-là pour des raisons de coût, mais également pour des questions de territoire. Cette étude elle est très riche et au-delà des pratiques de mobilité des Français, on a également essayé d'étudier quelle était leur conscience environnementale sur la question des déplacements. On a d'abord demandé aux Français ce qu'ils pensaient des déplacements que les Français réalisent au quotidien et quel était leur impact sur la pollution et la dégradation des conditions environnementales. Sur ce point, on a quand même un certain consensus pour dire que les déplacements qu'on effectue tous au quotidien contribuent fortement à la pollution, à la dégradation des conditions environnementales. C'est ce que nous déclarent 38% des Français, c'est-à-dire 2 personnes sur 5. On a également quasiment 2 personnes sur 5, 37%, qui considèrent que ça contribue au moins un petit peu à la pollution, à la dégradation des conditions environnementales. Au total, c'est 75%, soit 3/4 des gens qui pensent cela. On a également demandé aux Français ce qu'ils pensaient des déplacements qu'ils effectuent personnellement au quotidien et quel est cet impact-là sur la dégradation des conditions environnementales. Et sur cette question-là, on est beaucoup plus sceptique, puisque quand il s'agit de regarder leurs déplacements personnels, les Français nous déclarent que cela ne contribue pas beaucoup à la pollution, à la dégradation des conditions environnementales, mais plutôt un petit peu, puisqu'on est sur 37% qui nous déclarent que leurs déplacements contribuent un peu à la dégradation des conditions environnementales. Seulement 10% nous déclarent qu'ils contribuent beaucoup
On passe donc de 75% à gauche, qui nous déclare que les déplacements des Français contribuent au moins un petit peu, et on passe à 47% pour les déplacements personnels. Donc, quand il s'agit de regarder ces déplacements personnels, on est beaucoup plus sceptique. D'ailleurs, ce scepticisme, il a évolué puisqu'il a augmenté entre 2019 et 2021, parce que malgré le beau score des 38% qui nous disent que les déplacements des Français contribuent beaucoup à la pollution, c'est moins qu'en 2019, puisqu'ils étaient 45%. Donc, on a ici une augmentation du scepticisme sur cette question. À savoir que sur cette question environnementale, on a un certain consensus, on a une certaine homogénéité dans les réponses, que ce soit au regard des catégories socio-professionnelles ou des revenus. Ce n'est pas parce qu'on est on touche mieux sa vie, qu'on est dans un grand centre urbain et qu'on a la possibilité de faire du vélo, qu'on va avoir une conscience environnementale plus appuyée que le rural qui se déplace en voiture. On a un certain consensus sur cette dégradation des conditions environnementales. Enfin, sur cette première partie, on a les zones à faible émission. On a interrogé les Français, et notamment les automobilistes, sur cette question des zones à faible émission. On leur a demandé aux Français si leur déplacement du quotidien en voiture ou deux roues, dans le cas où ils devraient traverser une zone à faible émission, est-ce qu'ils devraient changer leur véhicule, modifier leur mobilité? Ici, on observe que 3/4 des répondants ne savent pas ce qu'est une zone à faible émission, c'est-à-dire 75% donc des Français qui n'ont pas cette connaissance-là, alors même qu'une bonne partie d'entre eux vont être touchés. On a d'ailleurs seulement 1/3 des utilisateurs de véhicules thermiques qui résident dans un EPCI concerné par la mise en place d'une ZFE qui ne savent pas de quoi il s'agit. Or, cela va avoir des conséquences importantes sur ces automobilistes, puisqu'on a 3 automobilistes sur 5 qui vont devoir changer leur mobilité ou leur voiture. En effet, si on regarde sur 5 Français, sur 5 automobilistes, pardon, on va en avoir 2 qui ne seront pas concernés par ce changement de mobilité. Un qui va devoir trouver une autre solution pour se déplacer. Un autre qui va devoir changer sa voiture pour continuer à se déplacer. Et encore, un Français sur 5 qui va devoir renoncer à ce déplacement. C'est donc une partie très importante des Français qui risquent d'être concernés par ces mises en place des zones à faible émission, ce qui va inexorablement les mettre dans une situation de précarité, partie donc, qui sera expliquée donc, par Marc Fontanès de Chronos dans cette présentation. Donc, je vous remercie donc, pour cette première partie et je vous laisse donc étudier finalement les autres parties de ce baromètre des mobilités du quotidien et notamment cet indicateur de précarité qui est tout à fait innovant, qui va nous permettre finalement d'appuyer donc les différentes politiques publiques qui seront mises en place à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Marc Fontanès, directeur mobilité chez IA Chronos. Je vais partager à mon tour la suite de la présentation que normalement vous avez à l'écran. Je vais peut-être répondre quand même à quelques questions que j'ai vues passer sur la façon dont on a constitué l'échantillon. On a une représentation de la population française. On a 13 000 personnes qui ont été interrogées. Certaines catégories de personnes ont été, dans le cadre de l'élaboration d'échantillons, un peu surreprésentées dans un premier temps, notamment dans les territoires les moins denses ou pour la représentativité de certains publics précaires. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu tout un travail d'adressement qui a été réalisé. Donc, vous avez là un échantillon très profond qui représente finement la population française et l'ensemble de ces territoires ou de ces catégories sociodémographiques. Donc, entrons dans ce chapitre sur la question de la précarité mobilité, pour lequel on a fait effectivement un travail spécifique. On s'est appuyé sur une expérimentation qui a été réalisée dans le cadre d'un travail de recherche mené par Audrey Berry sur les résultats de l'enquête nationale de transport déplacement de 2008. Et on a repris à notre compte cette méthodologie en l'adaptant un petit peu
sur notre propre échantillon en 2021. Le principe, c'est de s'intéresser non seulement à ce à quoi on peut penser en premier quand on pense à la précarité mobilité, c'est-à-dire la question du coût du carburant, mais pas seulement à ce paramètre-là, et donc de bien tenir compte d'un ensemble de paramètres qui caractérisent nos déplacements du quotidien et nos mobilités. Donc, pour croiser les questions de mobilité et les questions de précarité, on a bien sûr besoin de regarder le niveau de revenu, notamment les revenus les plus bas. On a également intégré comme paramètre la notion de restriction de l'usage de la voiture, c'est-à-dire le fait de renoncer à se déplacer pour diverses raisons, j'y reviendrai après. Les fameuses dépenses élevées en carburant, bien sûr. Et puis, il y a aussi des conditions de mobilité qui peuvent être assez variables selon les situations dans lesquelles on se situe. D'abord, le fait d'être plus ou moins loin de l'emploi et des services essentiels de la vie quotidienne. Donc, c'est ce qu'on a ici appelé le mauvais ajustement spatial ou des distances parcourues élevées. Également, ce que Thibaut présentait tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir à proximité de son domicile de solutions alternatives à la voiture individuelle. Et puis, le dernier point très important, c'est le fait aussi de se déplacer avec un véhicule ancien et qui est particulièrement énergivore. Donc, vous avez 6 paramètres différents qu'on a croisés dans cette analyse et il en ressort 3 situations possibles. La première, c'est le fait d'être en précarité carburant. Donc, on se retrouve face à des gens qui ont à la fois un bas revenu et qui doivent renoncer à utiliser au moins de temps en temps leur véhicule ou qui ont des dépenses en carburant élevées. Donc, cette notion de « et ou » est très importante. C'est comme ça qu'on situe cet indicateur. Deuxième situation, la vulnérabilité mobilité. Donc, on a toujours une base sur le bas revenu et puis on croise soit avec les distances importantes à parcourir pour aller à l'emploi, par exemple, ou on croise avec l'absence d'alternative à la voiture, ou bien encore avec le fait de devoir se déplacer avec un véhicule énergivore. Et enfin, troisième catégorie, la dépendance à la voiture. Là, on part plutôt du principe qu'on a des dépenses élevées en carburant. On croise avec les distances importantes à parcourir ou avec l'absence d'alternative à la voiture. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a calculé combien de Français sont concernés dans l'une ou l'autre de ces catégories et on a finalement calculé un indicateur composite qui est en bas, c'est les fameux 18%. Ces 18% de Français, ce sont des personnes qui sont au moins dans une des 3 situations qui sont détaillées au-dessus dans ce tableau. Donc, c'est une part de population à risque qui est évaluée ici et ça correspond à peu près 9 millions de personnes en France. Si on y ajoute les 4 millions et même un peu plus de personnes qui n'ont aucun moyen de se déplacer à disposition, on monte à 28% de la population qui est potentiellement à risque en matière de mobilité. C'est les fameux 13 millions qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, on va entrer un peu dans certains détails, en tout cas pour illustrer ce que je viens de vous présenter, pour bien comprendre ce qui se cache, on va dire, derrière les chiffres que je viens d'évoquer. Là, on a un zoom sur les demandeurs d'emploi qui sont, j'allais dire évidemment, mais c'est important de le redire et de le rappeler, largement plus exposés que la moyenne des répondants dans notre échantillon aux freins qui peuvent être liés. Alors là, en l'occurrence, on a ciblé sur la question de l'équipement en matière. D'abord, il y a évidemment un lien très fort entre la durée du chômage et les problématiques de mobilité. Par exemple, sur la question du permis de conduire, pour l'ensemble de notre échantillon, on a 12% des personnes qui n'ont pas le permis de conduire, on monte à 32% chez les demandeurs d'emploi en général et 36% chez les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans. Sur la question de l'équipement et le fait de n'avoir aucun équipement à disposition, on est donc à 10% de l'ensemble de l'échantillon qui déclare n'avoir accès à aucune solution de mobilité, quelle qu'elle soit, et on monte à 1/4 pour les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans. Troisième paramètre, l'âge des véhicules. Les véhicules des demandeurs d'emploi sont plus anciens que la moyenne de l'échantillon, 56% de voitures de 10 ans et plus contre 38% pour l'ensemble de notre échantillon. Et c'est même 60% pour les chômeurs de plus de 1 an. Et puis, vous avez, dernier élément sur cette page, en bas à droite, sur le graphique, la même logique de corrélation entre le fait de pouvoir se déplacer, enfin d'être motorisé tout simplement, et le niveau de revenu, puisque clairement, plus le revenu baisse, moins on a la possibilité de disposer d'un véhicule.
toujours dans l'illustration des problématiques de précarité et de vulnérabilité, on s'est intéressé à la sociologie des propriétaires de véhicules anciens. D'abord, un chiffre global. On a dans cet échantillon 37% des personnes qui ont répondu qui possèdent une voiture dont la voiture a au moins 10 ans. Donc, on a calculé moins de 10 ans, de 10 à 15 ans, plus de 15 ans. Vous avez le graphique à gauche qui vous rappelle les données et surtout le graphique à droite qui est le plus intéressant, qui croise l'ancienneté de mise en circulation du véhicule et le revenu net mensuel du foyer. Donc, voilà, même logique que ce que j'évoquais précédemment, moins le revenu est élevé et plus le véhicule est ancien. Donc, une première notion de double peine, dont je vais reparler après, puisque effectivement, on est obligé de se déplacer avec des véhicules qui, vraisemblablement, coûtent plus cher à l'usage, pas seulement sur la question du carburant, mais aussi sur la question de l'entretien, etc., que pour des véhicules plus récents. Dans les données qu'on a analysées, on fait ressortir les résultats suivants. La voiture d'un tiers des automobilistes à un niveau d'ancienneté qui pourrait, à court terme, leur interdire l'accès à certaines parties du territoire, et notamment dans le cadre des zones à faible émission mobilité dont Thibaut parlait tout à l'heure. Et puis, on a mis en évidence que certains publics étaient plus à risque que d'autres sur ces questions-là, donc notamment les foyers aux faibles revenus, les jeunes, et puis les demandeurs d'emploi ou encore les ouvriers. Ici, on revient sur la question du choix qui a favorablement évolué effectivement entre 2019 et 2021, mais quand même, il y a évidemment d'abord 45% des répondants qui n'ont toujours pas le choix dans les solutions de transport à leur disposition et très souvent, ils sont effectivement plutôt dans une logique de dépendance à la voiture. Et puis par ailleurs, quand on regarde comment cette réalité se déploie sur le territoire et en fonction de la nature des territoires à l'échelle nationale, bien sûr, les situations sont très différentes en fonction de la densité. Donc voilà, sur le graphique que vous avez à l'écran, clairement, il y a une différence très nette entre les villes-centres des grandes métropoles où 80% des habitants estiment avoir le choix, alors que quand on va jusqu'aux communes isolées, on n'est plus qu'à 26% des habitants qui estiment avoir le choix, et donc on se retrouve évidemment avec une grande majorité des habitants qui utilisent la voiture personnelle comme mode de transport principal, puisque c'est à peu près la seule solution qu'ils estiment avoir à disposition dans le cadre de leur déplacement du quotidien. Je parlais tout à l'heure de double peine, on l'illustre bien ici aussi avec la catégorie des ouvriers, qui est la plus touchée par ce phénomène, qui renforce vraiment des situations de dépendance à la voiture avec c'est la notion de double peine, le fait de devoir se déplacer relativement loin pour aller travailler. Et dans un certain nombre de cas, bien sûr, il y a aussi la notion d'horaire décalé qui va entrer en ligne de compte. Alors, on s'est intéressé également à l'évolution possible, mais on avait raison de s'y intéresser, n'est-ce pas, du prix des carburants. Comme le précisait Thibaut tout à l'heure, on a fait cette enquête au moment où les prix commençaient à augmenter, mais on n'était pas encore arrivé à la situation de ces derniers mois. Et on a demandé à l'ensemble des répondants qui se déplacent en voiture, au moins occasionnellement, non, pardon, je dis une bêtise, dont la voiture thermique est le mode principal, plus de 8000 personnes, comment elles feraient évoluer leur usage éventuellement en fonction d'une hausse du carburant de 15%, de 30%, de 50% et jusqu'à 100%. On a 4 catégories. Où déjà visuellement, vous pouvez vous rendre compte que l'essentiel du graphique, il est rempli plutôt sur la gauche de la page, c'est-à-dire qu'on ne change pas son mode de déplacement, on reste avec la voiture quand le prix du carburant augmente à 15%, et on est encore assez nombreux à ne pas changer beaucoup, à diminuer un peu seulement, lorsque le prix du carburant… Alors, je dis des bêtises, excusez-moi, je vais recommencer. Vous avez… sur ce graphique, les personnes qui ne changeraient pas et qui sont particulièrement nombreuses effectivement sur la hausse de 15% et qui restent encore nombreuses pour les gens qui diminueraient un peu. On est à 77% au total pour ces personnes-là, donc hausse de 15%, je ne change pas ou je change un peu. Et on est encore à 71%. Avec une hausse de 30%, et on est à 64% avec une hausse de 50% du prix du carburant.
Ce qu'il faut retenir, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnes qui restent sur leur usage initial et qui auraient du mal à se projeter dans un changement. De manière générale, quel que soit le scénario étudié, on a très peu de personnes qui se projettent sur un abandon total de la voiture, puisque même avec une hausse de 100% du prix du carburant, il n'y aurait que 7% des personnes qui renonceraient à leur véhicule. Donc vraiment, ce qui ressort ici très clairement, c'est évidemment la très forte dépendance à la voiture. Moi, je parle même de valeur refuge. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec la question du report modal. On est dans une situation qui est vécue actuellement par les personnes qui se déplacent au quotidien avec leur voiture, où il est très compliqué de sortir de son habitude. Il est très compliqué de renoncer quelque part aussi peut-être à son investissement. On a investi dans une voiture, on en maîtrise aussi le parcours utilisateur. Donc voilà, la question de se projeter sur une autre façon de faire est très compliquée et ça ressort aussi, je pense, très clairement dans les chiffres que vous avez sous les yeux. Alors, dans le détail, il y a beaucoup de choses sur cette page, mais on ne fait pas tout passer en revue. Ce qu'on a simplement regardé, c'est pour chacune des situations de simulation d'augmentation du carburant, quelles étaient sur cette page les personnes les plus affectées par l'augmentation du carburant, et puis on verra juste après les personnes qui résistent le plus longtemps, on va dire, dans l'utilisation de leur voiture, quel que soit le scénario étudié. Donc là, c'est assez logique de retrouver des catégories de population plutôt fragiles. À 15% du prix du carburant, on a une surreprésentation des demandeurs d'emploi et des employés. À 30% d'augmentation du prix du carburant, on voit arriver des personnes âgées de 65 à 74 ans dans la surreprésentation. On a à nouveau les demandeurs d'emploi, encore plus nombreux en surreprésentation. Les gens qui circulent avec des véhicules très anciens, de plus de 15 ans, et puis bien sûr des personnes qui ont des revenus assez bas ou très bas et qui vivent sur des territoires peu denses. Et puis plus l'augmentation du prix est importante, plus on voit les surreprésentations se marquer. On voit arriver les jeunes à 50% d'augmentation et on les retrouve à 100%. On a également des gens qui habitent dans des zones urbaines qui apparaissent à partir de 50% du prix du carburant. Donc, on voit quand même qu'on touche de plus en plus de personnes, même si, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de répondants maintiendraient ou diminueraient seulement un peu l'usage de leur voiture. Et puis, pour les gens qui résisteraient le plus, alors bien sûr, les gens qui aujourd'hui ont déjà un véhicule électrique, on va les retrouver à plusieurs endroits dans cette page. Eux, ils ont un autre mode de fonctionnement, ils ont la possibilité de se déplacer sans dépendre du carburant, donc c'est logique qu'ils soient représentés. On a également les personnes âgées, notamment les personnes de plus de 75 ans, qui résistent dans tous les scénarios et qui sont encore assez nombreux à 100% d'augmentation du prix du carburant. On a également des catégories socio-professionnelles dont probablement, pour lesquelles probablement la voiture est un outil de travail, donc notamment les artisans qui sont représentés dans la plupart des scénarios comme des personnes qui résisteraient le plus longtemps à l'augmentation du prix du carburant. Et puis, par ailleurs, les gens qui ont des revenus plus importants que la moyenne et qui donc pourraient économiquement faire face le plus longtemps possible. Dernier point, on a l'ensemble des résultats sur cette analyse de simulation des prix du carburant, une surreprésentation des personnes qui n'ont pas la possibilité de choisir entre différents modes de transport. Pour chacun des scénarios, on est à 4 ou 5 points au-dessus de la moyenne, et ce de façon croissante. Alors, on va parler de renoncement à la mobilité. C'est un des paramètres qu'on a étudié dans l'indicateur composite sur les questions de précarité et de vulnérabilité en mobilité. On l'a calculé donc en 2021 à partir des réponses des personnes qui ont participé à l'enquête, combien de personnes avaient dû renoncer au moins une fois et parfois plusieurs fois au cours des 5 dernières années à un emploi, à un rendez-vous médical ou administratif, à se rendre à leur loisir ou à visiter leurs proches. 17% des répondants ont renoncé plusieurs fois, avec une distribution des motifs assez homogène, très homogène même, sauf pour les rendez-vous administratifs, donc on considère que probablement ils ont pu peut-être être gérés en partie à distance. On est sur une légère augmentation de cette notion de renoncement depuis 2019, c'est quand même un point important à retenir. Et
on va voir que ça touche évidemment des publics particulièrement fragiles, mais ce sont des renoncements qui ont pu toucher, dans le cadre de la crise sanitaire en particulier, des catégories de population qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été contraints de renoncer à des dépenses. Alors, quand on regarde effectivement ce qui se passe du côté des personnes les plus fragiles, et plutôt par motif de renoncement, on va commencer par le motif emploi. Le renoncement à l'emploi, il touche en particulier les demandeurs d'emploi. 28% d'entre eux ont renoncé au moins une fois à un emploi au cours des 5 dernières années pour des raisons de mobilité. Et puis, on trouve également dans cette surreprésentation de publics fragiles sur la question de l'accès à l'emploi, les personnes qui ne disposent pas du permis de conduire, les foyers aux revenus les plus faibles, les jeunes, qui donc, pour des raisons de mobilité, ont renoncé au moins une fois à un emploi au cours des 5 dernières années. On a regardé aussi du côté des personnes de plus de 60 ans qui, globalement, renoncent moins que le reste de la population, mais quand elles renoncent en particulier à se rendre à un rendez-vous médical, ce qui évidemment pose problème, pose question par rapport à ces catégories de population, et notamment chez les 75-84. Et on a regardé aussi ce qui se passe pour les déplacements loisirs ou pour aller voir ses proches. Vous voyez que là, il y a au niveau national respectivement 9 et 10% de renoncements exprimés et qu'on a des catégories de population qui sont surreprésentées. Et là, on a les jeunes, les étudiants qui sont particulièrement surreprésentés ici, qui ont donc c'est d'autres formes de problématiques sociales qui apparaissent ici, qui sont également très importantes, qui ont effectué des renoncements qui peuvent avoir des incidences très fortes sur la vie quotidienne. Puisque là, on parle de loisirs et de proches, donc on parle quand même de sociabilité et de qualité de vie au quotidien. On a également regardé ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On a beaucoup de données là-dessus, mais là, on a un aperçu, on va dire, quelques éléments simplement pour illustrer. Il y a forcément eu beaucoup de changements pendant la crise sanitaire. Je pense que vous en avez tous conscience et vous avez certainement été concernés directement. On a en fait tout le panel des situations qui sont représentées dans la façon dont les personnes individuellement ou au niveau des ménages ont fait évoluer leur mobilité. Donc on a soit augmenté l'usage d'un mode de transport qu'on utilisait déjà, soit on a diminué, soit on a découvert un nouveau mode, soit on a complètement abandonné un mode. On a vraiment des situations très variées et ça a concerné environ un Français sur 5. Les décisions d'abandon, on a zoomé là-dessus pour ce matin, elles ont également porté sur presque tous les modes. Donc, c'est là aussi intéressant, c'est qu'il y a des modes qui sont sortis plutôt gagnants, les modes de transport plutôt gagnants de la crise sanitaire, c'est principalement les modes individuels, donc la marche, le vélo et la voiture. Mais on a aussi abandonné, pour certains des répondants, la marche, le vélo et la voiture. Et puis, bien sûr, il y a eu un fort enjeu de désaffection des transports en commun et également des pratiques partagées de la voiture et en particulier du covoiturage. Un petit nota bene important, encore une fois, les personnes qui n'ont pas la possibilité de choisir entre différents modes de transport, sont moins nombreuses à avoir fait évoluer leurs pratiques durant la crise sanitaire. Alors, on a également essayé de se projeter, je termine ce chapitre sur la précarité et ces différentes illustrations, on a essayé de se projeter sur les appétences des Français en termes de capacité à faire évoluer leurs usages et leurs pratiques de mobilité. Et donc, pour ça, on s'est intéressé uniquement aux personnes qui utilisent un véhicule thermique de façon occasionnelle ou permanente, donc des véhicules 4 roues ou 2 roues. On a regardé également ce qui se passait du côté des utilisateurs de roues thermiques. Et on les a interrogés sur différentes alternatives à la voiture individuelle, en l'occurrence les transports en commun, les pratiques partagées de la voiture, donc covoiturage, autopartage, le vélo, intégrant le vélo assistance électrique, et puis la voiture électrique. Et on a interrogé l'ensemble de ces personnes à la fois sur leur principal motif de déplacement le plus récent et sur les freins qu'ils pourraient rencontrer pour utiliser l'un ou l'autre des différents modes alternatifs que je viens d'évoquer pour réaliser ce même déplacement en mode alternatif, avec une série de freins assez importantes de façon à bien comprendre comment est-ce que
répondants se projettent ou pas dans une éventuelle possibilité de faire évoluer leur pratique. Voilà ce que ça donne. Alors, il manque des choses. Voilà, je repasserai en plein écran juste après, mais c'est important que vous ayez tous les chiffres. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on a un Français sur 6 qui est de façon certaine, en termes de projection, prêt ou prête à essayer un mode alternatif. C'est quand même un chiffre qui, pour nous, est plutôt un bon résultat, à partir du moment où on considère qu'on peut résoudre les freins qui ont été évoqués pour passer à ce mode alternatif. Et je vais revenir justement sur les différentes familles de freins juste après. La projection n'est pas tout à fait la même en fonction des différents modes alternatifs testés. Elle est de 16%, comme pour la moyenne générale, pour les transports en commun, 18%, donc un peu plus pour le vélo, 21% encore plus pour la voiture électrique et seulement de 9% pour les usages partagés de la voiture, qui sont quand même les possibilités alternatives qui sont les moins faciles à appréhender pour les répondants de cette enquête de 2021. Avec un levier incitatif important à relever, il y en a d'autres, évidemment les aspects financiers, ça paraît évident, mais on voulait aussi valoriser celui-là, le fait que 20% des personnes qui sont prêtes à changer, celles qui sont prêtes à la transition, celles qui ont répondu oui, certainement, je changerai pour tel ou tel mode si vous m'aidez à résoudre les freins que j'ai évoqués. 20% donc seraient prêtes à cette transition, avec notamment un appui en termes de conseils et d'informations pour effectuer ce changement. Je repasse en plein écran. Alors, on va regarder justement les freins et on les a regroupés, il y en avait plus d'une vingtaine, on les a regroupés par famille de freins pour comprendre pour chacun des modes alternatifs quels sont les freins les plus importants sur lesquels il faut travailler pour justement que demain, un certain nombre de personnes puissent plus facilement opérer un changement en direction de cette solution alternative ou une autre. Là, on est donc sur la question des transports en commun. On est sur des freins exprimés assez classiques, y compris par les personnes qui sont prêtes à la transition. Il y a des questions de rejet de principe, mais après, au-delà de ça, on est soit sur la question de la chaîne des déplacements, c'est-à-dire le fait de réaliser plusieurs petits déplacements successifs, typiquement emmener ses enfants à l'école, puis aller au travail, ou aller au travail, puis revenir faire des courses avant de rentrer chez soi. Donc ça, c'est vraiment un point qui pèse assez lourd sur la famille, contrainte organisationnelle et familiale. Et puis, on a également la question de l'adaptation de l'offre, l'adéquation, estimée comme insuffisante par les répondants, de l'offre de services, soit pour des problématiques d'horaire, soit pour des problématiques de durée ou de desserte des transports en commun par rapport à la réalité des déplacements effectués. Pour ce qui concerne les transports en commun, on a également un paramètre important, c'est celui de la crainte ou de la peur à utiliser les transports en commun. Et ce qui est particulièrement important, c'est de relever que les profils qui sont surreprésentés sur cette question-là, sur la question de la peur à utiliser les transports en commun, sont des profils qui pourraient particulièrement en avoir besoin. Typiquement les jeunes, le même résultat pour les 18-24 ans et les 25-34 ans, les demandeurs d'emploi, les étudiants et les foyers qui présentent les revenus les plus faibles dans notre échantillon. Pour ce qui concerne le vélo et le vélo à assistance électrique, la première chose à retenir, c'est que l'ensemble des familles de freins qui ont été proposées aux répondants doivent faire l'objet d'une amélioration d'un travail pour que les personnes envisagent de passer au vélo. On peut reprendre le terme de système vélo qui a été développé par la Fédération des usagers de la bicyclette, parce que vraiment l'idée, c'est de travailler l'ensemble des paramètres qui font que, si vous passez à vélo, les choses sont facilitées. Donc, on va avoir besoin de travailler aussi bien sur la question de l'organisation, sur la question du matériel, soit parce qu'il est trop coûteux si on veut se déplacer sur des distances un peu plus importantes avec un vélo assistance électrique ou un vélo cargo, et qu'on a des revenus assez faibles et que les aides disponibles sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui de différence dans les aides qui sont fournies au niveau financier, un revenu de 4 000 € dans un foyer ou un revenu de 1 000 € dans un foyer. Donc voilà, question à la fois d'adaptabilité du matériel et puis de coût d'accès, le fait de ne pas être à l'aise avec l'utilisation du vélo sur certains territoires, d'avoir peur d'utiliser le vélo. C'est le cas aussi bien, vraiment les situations sont très variables, là, pour le coup, au sein de l'unité urbaine de Paris que dans les communes de pôle secondaire, donc dans des territoires plutôt périurbains. On va être vraisemblablement face à un manque d'infrastructures. Bien sûr, les habitants des communes rurales aussi
pointe le manque d'itinéraires cyclables. On a besoin aussi d'être aidé, accompagné, formé, de se remettre au vélo, apprendre à faire du vélo en dehors de la pratique loisir. Et puis, il y a aussi, dernier point, un enjeu genré. Les freins qui sont exprimés par les femmes dans cet échantillon montrent une inquiétude globale plus importante que les inquiétudes exprimées par les hommes et vraisemblablement traduisent un rapport culturel traditionnel des Français au vélo sur lequel il va falloir aussi travailler. Pour ce qui concerne les pratiques partagées de la voiture, autopartage, covoiturage, je rappelle que c'est les usages pour lesquels les répondants se sont le moins facilement projetés en termes de changement. On a donc un ensemble de problématiques à relever, principalement des questions d'organisation, surtout pour le covoiturage, un manque d'infrastructure qui peut porter à la fois sur la disponibilité du service ou sur le fait de ne pas avoir, par exemple, d'aire de covoiturage à proximité. Les services sont adaptés parce qu'on a des problématiques d'horaire ou parce qu'on n'a pas la possibilité de bien comprendre comment fonctionne, par exemple, un dispositif d'autopartage. On a remarqué que les problématiques d'horaire sont particulièrement problématiques pour les ouvriers, les cadres et les professions intellectuelles supérieures. On a également remarqué qu'il y avait une notion de risque qui apparaissait pour les artisans, commerçants, chefs d'entreprise sur le covoiturage et sur l'autopartage, mais on peut comprendre notamment pour le covoiturage, et pour que ce soit pour ces catégories-là ou pour les étudiants et demandeurs d'emploi, le fait d'avoir la garantie de pouvoir se rendre à destination derrière ce frein. Et puis enfin, un seul frein apparaît ici supérieur à la moyenne de l'ensemble des modes alternatifs qui ont été testés, c'est celui de l'absence de solution à proximité. C'est vraiment important, le fait d'avoir à proximité la possibilité de se déplacer en covoiturage et où d'avoir accès à une station d'autopartage. Et enfin, pour la voiture électrique, c'est plus simple. Deux freins majeurs qui ressortent, le fait de pouvoir recharger son véhicule et le fait de pouvoir accéder financièrement à cette solution qui, effectivement, aujourd'hui est très onéreuse pour la plupart des répondants et qui va être d'autant plus onéreuse qu'on va être dans une situation sociale ou en termes de revenus ou de statut qui peut empêcher l'accès à ce type de véhicule. Donc, c'est le cas des demandeurs d'emploi en particulier, des étudiants, des personnes qui vivent au foyer. On a également sur la question de la recharge des différences assez nettes entre l'unité urbaine de Paris, où le frein est exprimé à hauteur de 31%, et puis les communes rurales, où le frein est exprimé à hauteur de 44%. Je termine cette présentation avec quelques éléments de bilan et de conclusion. Il y en a beaucoup, évidemment, mais on a souhaité valoriser notamment le fait que le contexte, alors je ne sais pas, mais en tout cas, le contexte de crise sanitaire a clairement favorisé les pratiques de mobilité individuelle. Je l'ai dit, la marche, le vélo, mais aussi la voiture. Je redis cette notion de valeur refuge de la voiture qui est quand même un gros sujet sur lequel il faut qu'on travaille, parce que c'est à la fois compréhensible et inquiétant pour les questions d'enjeux environnementaux comme pour les questions d'enjeux sociaux. Le report modal qu'on a testé dans cette enquête très finement, très en profondeur, il est fragile, il est possible, mais il est fortement conditionné par la résolution de tout un ensemble de freins, comme je viens de l'évoquer, et il est concurrencé par cette forte dépendance à la voiture. La dissonance cognitive qu'évoquait Thibaut tout à l'heure, elle est toujours très nette entre le fait de savoir si globalement les transports et la mobilité pèsent sur l'environnement ou si mes propres déplacements pèsent sur l'environnement, sur l'environnement en termes de contribution personnelle. Et puis enfin, on n'a pas progressé depuis 2019 sur la question des renoncements aux déplacements. Et comme vous l'avez vu, ça pèse en particulier sur des catégories de population plutôt fragiles. On va laisser la parole, je crois, maintenant à Jacques Bonneau pour nous expliquer le thème. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez, je pense. Donc oui, on m'a demandé de vous présenter en conclusion, enfin en introduction des présentations régionales, le travail que nous avons conduit avec Marc pour positionner les différentes situations des régions. Peut-être au passage se redire que cette enquête, dans notre jargon que nous appelons le BMQ, le baromètre des mobilités du quotidien, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or
d'or pour deux raisons. C'est une mine d'or parce que d'abord, on l'a évoqué au démarrage de cette enquête, 13 000 réponses avec un échantillon sérieux, Marc l'a réexpliqué tout à l'heure, qui donne des capacités à analyser des choses détaillées par profil de personnes. Et puis, c'est une mine d'or, et vous l'avez vu tout au long de cette présentation, au regard de la diversité des scores, des analyses, des critères qui ont été traités. Et à partir de cette mine d'or, nous nous sommes dit qu'il était intéressant de regarder les situations régionales. Ce travail, il a été possible justement du fait de la profondeur de notre échantillon, et globalement, en règle générale, nous avons 700 à 2000 réponses par région, ce qui nous autorise à nous lancer dans des analyses régionales qui vous seront présentées suite à mon intervention. Mais en préalable, nous nous sommes dit qu'il était sans doute intéressant de regarder des classements, des positions des régions les unes par rapport aux autres, et nous avons voulu initialement construire un score de positionnement des différentes régions. Construire un score, en réalité, c'est un exercice difficile puisque globalement, ça pose la question des choix des indicateurs qu'on va retenir et de la manière dont on va les organiser, dont on va les structurer. Et en fonction de ces choix, on peut avoir des scores et donc des positions des régions qui pourraient être assez différentes. Donc, on a pas mal réfléchi avec Wimouge, avec FNH et puis avec Marc et Chronos afin de construire ce score qu'on a voulu autour de 13 critères élémentaires. Alors, je ne vais pas vous lister les 13 critères élémentaires, mais sachez qu'ils reprennent la diversité un peu des analyses qui ont été faites tout au long de cette présentation et plus globalement tout au long de notre travail sur ce baromètre. Quelques indicateurs néanmoins. On a pris en compte évidemment le niveau d'accès aux diverses offres de mobilité de la population régionale. On a pris en compte la part de la population ayant la voiture comme seul mode principal de déplacement. On a pris aussi des indicateurs, évidemment, l'indicateur de précarité en matière de mobilité, le taux de motorisation de véhicules thermiques, enfin 13 indicateurs que nous avons utilisés pour construire un score qui s'échelonne d'un point de vue très technique et assez théorique de 0 à 2900 en fonction des pondérations, des importances qu'on a attribuées à ces différents critères, et ce qui nous permet, à partir de ce score, de positionner, de faire des groupes de régions. Nous avons préféré vous proposer des groupes de régions, des proximités de régions, puisque régulièrement les scores sont assez similaires et qu'il était un peu difficile de véritablement hiérarchiser les régions au sein d'un univers, d'une situation relativement similaire. Donc, le résultat obtenu en la matière est le classement que vous avez sous les yeux avec 5 situations. Une situation que nous avons qualifiée de favorable, qui est la situation observée en Île-de-France, avec un score qui va de 2000 à 2900. Globalement, si de manière un peu scolaire, on cherche à remettre ce score sur une note qui irait de 0 à 10, et bien là, on est à un niveau moyen de 7,6 sur 10. Après, une situation plutôt favorable, donc avec un score qui va de 1900 à 2000, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis ensuite, nous rentrons véritablement dans des logiques de proximité des régions, avec des régions qui sont dans une situation intermédiaire, avec un score qui va de 1800 à 1900, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Hauts-de-France. Les situations plutôt défavorables pour donc en retrait par rapport à cette situation intermédiaire, la région Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Centre-Val de Loire. Et la situation la moins favorable est la situation qui correspond à la situation observée pour la Corse. Si vous voulez bien avancer sur la diapositive suivante, merci. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est difficile, l'exercice est difficile de construire des scores, et donc on a voulu un peu se rassurer, pour être franc avec vous, en se disant tentons d'autres alternatives méthodologiques, d'autres statistiques, d'autres approches de calcul. On a fait une analyse factorielle assez classique avec les scores dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans le détail de cette analyse factorielle, simplement pour se redire que lorsqu'on constitue une typologie des régions à partir d'une approche différente,
on obtient des regroupements des régions qui sont assez similaires à la proposition qui vous a été faite lors de la diapositive précédente. Donc, qui nous a un peu rassuré sur la robustesse de nos classements. Et puis, après, on peut se poser en conclusion une question de sens de cette classification, de cette organisation de répartition des régions. Et on a évidemment voulu regarder la corrélation qu'on pouvait observer entre le score des régions observées au travers du baromètre et puis la densité sur les territoires. Alors, on a voulu être un tout petit peu plus fin que la densité classique. On n'a pas simplement repris la population régionale divisée par sa surface, puisqu'on sait bien que dans certaines régions, les populations sont très, très concentrées dans des grandes agglomérations, que le reste du territoire est peu concentré, mais globalement, les gens qui vivent dans l'agglomération, ces personnes-là sont vraiment dans des territoires très, très denses. C'est ce qu'on a appelé la densité vécue. Je vous ferai grâce du mode de calcul de la densité vécue, mais c'est vraiment pour projeter la manière dont vivent les gens au travers de la région. Et donc là, on observe une relation très, 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 très nette entre la densité vécue sur le territoire et le score des mobilités observées au travers de ce baromètre. Plus la densité vécue est importante, plus le score du baromètre est élevé. Autrement formulé, plus la population est dense, plus des offres de services ont été mises à disposition et plus le score est important. En creux, on peut aussi se dire pour les régions qui, parce qu'elles avaient des territoires moins denses, ont moins mis en place des solutions permettant un report modal, quelles que soient les possibilités de ce report modal, et ben, on voit que c'est quand même un levier pour pouvoir pratiquer les solutions de report modal et donc de facto augmenter le score dans notre baromètre. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, un grand merci à tous les intervenants qui ont pitché dans des conditions de son un peu compliquées. Nous sommes sincèrement désolés pour tous ces soucis techniques. Nous tenions également à toutes et tous vous remercier pour vos participations actives, vos questions nombreuses. Je disais donc que vous allez également recevoir par mail le PowerPoint et les réponses à vos questions. Il sera téléchargeable sur le site. Nous avons ajouté une vidéo du baromètre faite par Thibaut avec un son optimal. Et maintenant, nous allons pouvoir basculer sur vos régions. Vous n'avez qu'à cliquer sur la région que vous souhaitez suivre. Et vous verrez, après ces passages en région, le baromètre continuera de vivre sous d'autres formes que l'on vous présentera à la fin de chacune des présentations en région. C'était mon dernier pitch. Merci et à tout de suite sur vos régions.